Bonjour, je suis Laura Tourvieille, coordinatrice du groupe interfilière des observatoires des traitements et pharmacienne pour les filières de santé maladies rares Mémo et Fava Multi. Je vais vous présenter les accès dérogatoires pour faciliter l'accès aux médicaments pour les patients atteints de maladies rares. Je vais d'abord vous présenter ce qui a changé avec la réforme de juillet 2021. Donc à la base, les accès dérogatoires étaient représentés par les ATU, donc les autorisations temporaires d'utilisation, ATU de cohorte, ATU nominative, AMM post-ATU. C'était assez peu lisible pour les prescripteurs. Il y avait aussi les RTU, les recommandations temporaires d'utilisation. Et donc la réforme a apporté une simplification de ce processus avec les accès précoces d'un côté, qui sont gérés par la Haute Autorité de Santé et l'ANSM, et les accès compassionnels, pour qui l'entité décisionnaire est l'ANSM. Donc les accès précoces sont des accès qui sont demandés par le laboratoire dans des indications qui sont développées à des fins commerciales. Dans ces cas-là, il y a un recueil de données protocolisées qui est mis en place, et ces accès précoces engagent le laboratoire à déposer une demande d'AMM dans les 2 ans qui suivent. En revanche, pour les accès compassionnels, ils sont demandés sur demande d'un prescripteur ou des autorités de santé, et ils ne sont pas développés à des fins commerciales. Donc en fait, c'est pour des médicaments qui n'ont pas ils n'ont pas vocation à être commercialisés dans une maladie rare. Donc là, je vous présente les étapes de la vie d'un médicament avec les accès dérogatoires en dessous pour essayer de mieux les situer. Donc sur la frise, on a le début de la mise à disposition du médicament, c'est l'autorisation de mise sur le marché, qui est aujourd'hui dans la majorité des cas octroyée par l'Agence européenne du médicament. Ensuite, il y a l'avis de la Commission de la transparence qui va donner l'ESMR et l'ASMR pour le médicament. Ensuite, on passe à l'avis de la Commission d'évaluation économique et de santé publique. Et enfin, la publication au journal officiel avec le remboursement qui met à disposition le médicament dans le droit commun pour tous les patients, pour les patients qui concernent l'indication. Et enfin, en dessous, on a où se positionnent les accès précoces. Donc on a les accès précoces pré-AMM qui interviennent avant, post-AMM. On a les accès compassionnels très précoces qui interviennent avant un éventuel accès précoce pré-AMM, c'est-à-dire à un stade très préliminaire du développement du médicament. Et enfin, on a les accès directs qui peuvent être mis en place après l'avis de la Commission de la transparence et jusqu'à la mise à disposition du médicament. Et en parallèle de ça, il y a les autorisations d'accès compassionnel et le cadre de prescription compassionnelle qui ne concernent pas ce processus-là puisque le médicament, dans ces cas-là, n'est pas développé pour être commercialisé dans une maladie rare. Donc, il se positionne en parallèle. Donc les accès précoces, la première question à se poser, c'est le traitement fait l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales ou non. Et si c'est le cas, dans ce cas, on qualifie un accès précoce, c'est-à-dire que le laboratoire peut demander s'il développe le médicament à des fins commerciales. Les critères pour qualifier un accès précoce, ça va être d'abord qu'il y ait une efficacité et une sécurité du traitement qui sont fortement présumées. Ensuite, qui concerne une maladie rare, grave ou invalidante. Et donc, dans ces cas-là, dans les maladies rares, ce critère est systématiquement coché. S'il y a l'absence de traitement approprié, donc s'il n'y a pas d'alternative thérapeutique, si on est en impasse thérapeutique. Et si la mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée. Donc, on a une notion d'urgence thérapeutique qu'on ne peut pas attendre la mise à disposition dans le droit commun. Et ce traitement doit être présumé innovant au regard d'un éventuel comparateur cliniquement pertinent. Donc on peut faire des accès précoces pré-AMM comme on vient de le voir ou post-AMM et dans les 2 cas, on aura un PUTRD, donc un protocole d'utilisation thérapeutique recueil de données qui sera défini par la HAS, éventuellement la NSM et le laboratoire et la filière de santé maladies rares. Et quand ce traitement ne fait pas l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine, dans ce cas, on va qualifier pour un accès compassionnel et ça sera vu par la suite. Donc sur ce schéma, on voit comment sont développés les accès précoces pré-AMM. Donc c'est le laboratoire qui va déposer un dossier sur la plateforme Sésame de l'ANSM. ANSM qui est le premier interlocuteur et qui va donc d'abord donner son avis sur la balance bénéfice-risque de ce médicament. Donc il va donner une opinion sur l'efficacité et la sécurité qui sont présumées au vu des résultats d'essais cliniques. Et quand elle est considérée comme positive, alors elle va transmettre le dossier à la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui va statuer sur les 4 autres critères qui sont sur la diapositive, maladie rare, absence de traitement approprié, urgence thérapeutique et présumé innovant.
Et si ces 4 critères sont remplis, alors l'accès précoce peut être octroyé, délivré pour 1 an et éventuellement renouvelable. Alors ici, on voit les accès précoces post-AMM sur un schéma qui est plus allégé, puisqu'en fait, l'étape qui passait auparavant par l'ANSM a disparu, puisque dans ces cas-là, l'AMM a déjà été octroyée par l'Agence européenne du médicament, donc l'évaluation de la balance bénéfice-risque a déjà fait l'objet d'une évaluation de l'EMA. Et donc dans ces cas-là, c'est seulement la HAS qui statue et qui vérifie l'octroi des 4 autres critères, donc ceux dont on vient de détailler. Et si c'est le cas, alors elle peut octroyer l'accès précoce post-AMM pour 1 an de la même façon. Et dans ce cas-là, le PUT, le protocole de suivi, sera allégé, puisqu'on a moins besoin de recueillir des données de vie réelle dans ces cas-là, parce qu'on a déjà plus de données qui ont conduit à l'octroi de l'AMM européenne. Donc les accès précoces, qu'est-ce qu'ils impliquent pour les laboratoires? Donc le laboratoire s'engage dans ces cas-là à assurer déjà la continuité de traitement des patients qui ont été initiés pendant au moins 1 an. Il s'engage aussi à déposer une demande de remboursement dans l'indication considérée, donc la maladie rare, dans le mois qui suit l'octroi de l'AMM. Et dans le cas des accès précoces pré-AMM, il s'engage aussi à déposer une demande d'AMM dans l'indication dans un délai maximal de 2 ans et à mettre le médicament à disposition dans un délai de 2 mois après l'octroi de l'accès précoce. Puisqu'en fait, le médicament n'existe pas sur le marché aujourd'hui, il a besoin de mettre en place un circuit d'approvisionnement pour qu'il soit distribué aux patients. Et il s'engage aussi à recueillir des données d'utilisation grâce au PUT, avec un taux de complétude supérieur à 90%. Maintenant, on va parler des accès compassionnels qui concernent les traitements qui ne font pas l'objet d'une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans l'indication maladie rare. Donc, ils peuvent être demandés à l'initiative d'un prescripteur, d'un centre de référence maladie rare, adossé à une filière de santé maladie rare, à des autorités de santé d'ailleurs aussi. Et les critères pour qualifier un accès compassionnel sont cités sur la diapositive. Donc, soit il n'y a pas d'AMM en France, le médicament n'existe pas sur le marché français, quelle que soit l'indication thérapeutique, et dans ce cas, il peut qualifier à une autorisation d'accès compassionnel, simple ou très précoce, comme on voit sur le bas de la diapositive. Ou alors, l'AMM du médicament initial ne concerne pas du tout l'indication maladie rare, il est sur le marché pour une autre indication, et il est repositionné dans la maladie rare hors AMM, il est prescrit hors AMM. Dans ce cas-là, on peut penser à un cadre de prescription compassionnelle. Ensuite, les 3 critères suivants, on les a déjà détaillés, c'est une maladie rare, pas de traitement approprié, efficacité et sécurité du médicament présumé au regard des données cliniques disponibles. Et ensuite, il n'existe pas de recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales, ou alors il existe des essais cliniques à des fins commerciales, mais le patient, en l'occurrence, ne peut pas être inclus dans l'essai. Et dans ce cas-là, on peut qualifier un accès compassionnel très précoce si le laboratoire s'engage derrière à faire une demande d'accès précoce. Donc on va détailler un petit peu sur cette diapositive les 3 accès compassionnels. Donc ce qu'on vient de détailler, c'est l'accès compassionnel simple. C'est des médicaments qui n'existent pas sur le marché en France, des médicaments qui n'ont pas vocation à être commercialisés par le laboratoire. Donc souvent c'est de l'importation dans notre pays. Et c'est à l'initiative du prescripteur pour un patient donné. Donc c'est des demandes qui sont nominatives et qui sont faites sur la plateforme e-Saturn. Pour l'accès compassionnel très précoce, là ce sont des produits qui ont vocation à être commercialisés dans la maladie rare, mais qui sont dans une phase de développement très précoce et qui ne peuvent pas encore qualifier pour un accès précoce. Donc là, c'est aussi à l'initiative du prescripteur pour un patient donné, c'est nominatif, et c'est aussi sur e-Saturn. Donc pour les prescripteurs, c'est assez transparent cette différenciation entre ces 2 accès compassionnels. C'est ensuite l'ANSM qui tranche, et donc et le laboratoire bien sûr. Et donc quand les demandes sont faites sur e-Saturn, c'est l'ANSM qui donne une première validation. Le laboratoire qui donne une seconde validation pour s'assurer que le médicament puisse être acheminé jusqu'au patient en France. Et enfin, le dernier cas, c'est le cadre de prescription compassionnelle, le CPC, qui lui vise à sécuriser une pratique de prescription non conforme à l'AMM dans l'indication maladie rare. C'est-à-dire c'est un médicament qui est prescrit hors AMM alors qu'à la base il est sur le marché pour une autre indication. Le laboratoire n'a pas du tout volonté de développer une AMM dans la maladie rare, et donc la possibilité c'est que
le centre de référence maladies rares adossé à la filière de santé maladies rares puisse signaler ces usages-là à l'ANSM pour encadrer cette pratique-là. Ça peut aussi être l'ANSM qui se saisit toute seule, ou ça peut être aussi le ministère de la Santé, le ministère chargé de la Sécurité sociale, qui signale ces usages à l'ANSM pour derrière les encadrer. Et donc dans ces 3 cas-là, il existe toujours un recueil de données de vie réelle pour avoir plus de données sur la balance bénéfice-risque, sur l'efficacité, la sécurité. Donc dans les accès compassionnels simples, on a une fiche référentielle. Et pour les 2 autres accès, on a un PUT SP, donc SP pour suivi de patients, qui sont définis par l'ANSM en lien avec les filières de santé maladies rares. Voilà. Merci pour votre attention.